Merci de votre fidélité à Géopolis Télévision. Bienvenue dans Géopresse, votre magazine d'approfondissement. Ici, on se donne le pari d'aller au-delà de l'information grâce aux journalistes. Aujourd'hui, comme toujours, nous sommes heureux d'avoir une belle composition sur le plateau. Avec nous, d'abord, Don Mat. Bonjour Don. Bonjour, Monsieur Patrick Ilonga. Voilà, dans Mat, que vous découvrez là sur le plateau. Avec nous également, José Junior Owawa. Bonjour José. Bonjour Patrick, bonjour Don, bonjour aux téléspectateurs de Géopolis Télévision. Voilà, pour compléter le plateau, Dieudonné Boanali. Bonjour Dieudonné. Bonjour Patrick Ilonga, et bonjour à mes deux co-débatteurs, et non des moindres. Et le débat sera très élevé. Et salutations aussi à nos téléspectateurs. Voilà le plateau composé de 3 journalistes que vous connaissez très bien, chers téléspectateurs. Allez, on va dérouler le sommaire. La paix en RDC, c'est d'abord 2 processus. D'abord celui de Washington, ensuite de Doha. Mais sur le continent africain, les initiatives ne manquent pas, les lignes bougent. De Luanda en Angola, en passant par Lomé au Togo ou encore Entebbe en Ouganda, les initiatives de paix ne manquent pas. Mais au-delà des initiatives, nous allons faire une plongée pour voir quel profil d'acteurs pour accompagner justement la paix en République démocratique du Congo, parce qu'on parle de Joao Lourenço, on parle de Yoweri Museveni par certains observateurs, mais également Faure Gnassingbé. Donc on va analyser sur quel profil justement la RDC va peut-être s'appuyer pour accompagner le processus de paix. À la une également, relation RDC-Washington. On va en parler, mais à travers le magazine Géopolis Magazine, justement, le leader, on va dire la référence dans la presse spécialisée, dont on a le plaisir d'avoir avec nous le directeur Dieudonné Boanali, qui est justement directeur de ce magazine. Bienvenue à tous. Mais avant de commencer justement le débat sur ce plateau, on parle le même langage avec la régie, demander un élément sonore justement pour nous mettre l'eau à la bouche. Voisin direct de la République démocratique du Congo, l'Angola a été désigné par l'Union africaine comme médiateur afin de faciliter les dialogues entre Kinshasa et Kigali dans l'objectif de ramener la paix dans l'est de la RDC. Après plusieurs tentatives de médiation restées sans résultat concret, Luanda a fini par se retirer du processus, notamment à la suite de la prise de fonction de Joao Lourenço, président en exercice de l'Union africaine, un contexte qu'il a contraint à revoir ses priorités diplomatiques. 6e puissance militaire du continent africain, avec environ 100 000 hommes sous le drapeau, l'Angola, dont l'économie reste largement dépendante de la production pétrolière, s'est toujours positionné comme l'un des piliers stratégiques de l'Afrique centrale et australe. Marqué par une longue guerre civile, durant la guerre froide jusqu'au début des années 2000, Luanda a acquis une solide expérience militaire qui lui a permis de jouer un rôle déterminant lors de la guerre de l'AFDL, ayant conduit à la chute du régime de Mobutu. Depuis lors, les relations entre la RDC et l'Angola, longtemps glaciales sous Mobutu, se sont progressivement réchauffées. De Laurent Désiré Kabila à Joseph Kabila, puis sous Félix Tshisekedi, Luanda et Kinshasa n'ont jamais été aussi proches sur le plan politique et diplomatique. Une proximité qui constitue à la fois un atout et une faiblesse selon plusieurs observateurs. Dans l'actuelle crise sécuritaire dans l'est de la RDC, l'Angola s'est retrouvée désillusionnée après les revirements du Rwanda et de la rébellion de M23 qui ont boudé la signature d'un accord de paix avec Kinshasa à quelques heures de sa conclusion, préférant se tourner vers le Qatar. Cette proximité entre Luanda et Kinshasa pourrait-elle nuire à la perception de neutralité de la médiation angolaise du point de vue des autres protagonistes? Plusieurs analystes estiment que ce facilitateur a pu peser dans la défiance de belligérants. Cependant, selon plusieurs sources diplomatiques, l'Angola pourrait désormais orienter ses efforts vers un autre levier, jouer un rôle de facilitation dans les volets internes de la crise congolaise, notamment en soutenant l'idée d'un dialogue national inclusif entre les différentes parties prenantes au conflit. Un rôle qui suppose pour Luanda de renforcer encore sa crédibilité régionale dans un contexte où la crise congolaise dépasse largement les frontières nationales et s'inscrit dans un jeu d'équilibre géopolitique régional de plus en plus complexe.
Voilà pour cet élément signé la rédaction des Géopolis Télévision avec la voix de José Junior Owawa qu'on va écouter tout à l'heure. Mais on commence par Don Momat, dont vous avez le tableau général de ce qui se fait. Il y a déjà ce qui se fait à Doha, ce qui se fait à Washington, il y a le terrain en RDC, mais il y a également la région. Qu'est-ce que vous avez envie de dire quand vous regardez le processus en général? Que répondez-vous à ceux qui estiment que le processus est revenu à l'Afrique justement pour que l'Afrique, qui connaît mieux ces choses-là, puisse accompagner et faire appliquer ce qui a été décidé à Washington et ce qui est en train de se décider à Doha? Alors, merci, cher Patrick, pour la parole. Je crois que c'est le premier numéro à la une, si je ne me trompe pas. Le premier numéro des Géopresse pour cette année. Des Géopresse plutôt. Donc, merveille à tous ceux qui vont nous suivre, qui sont habitués à suivre cette émission et qui l'aiment bien. Alors, pour commencer, disons que je vais emprunter le langage des experts de l'ONU. Vous le savez, il y a quelques jours, un rapport a été rendu public qui a été transmis en réalité au niveau du Conseil de sécurité déjà fin décembre. C'est les rapports des experts de l'ONU, les 5 experts de l'ONU, qui, en se basant sur les réalités du terrain, dressent le constat suivant. Il n'y a pas eu vraiment d'avancée sur le terrain en termes de paix, puisque malgré la signature de l'accord de Washington et l'accord de principe entre l'AFC et le M23. Au contraire, les choses se sont empirées. Vous avez vu le M23 même à la veille de la signature de l'accord de Washington entre Kinshasa et Kigali, passer à l'offensive jusqu'à prendre la ville d'Ouvira. Et donc, il y a eu une montée des tensions sur le terrain, plutôt que là où on s'attendait à ce qu'il y ait une certaine accalmie. Et les cessez-le-feu tant réclamé, tant voulu par le gouvernement de Kinshasa, n'a pas été observé. Non seulement n'a pas été observé, mais n'a jamais été décrété comme tel. Et donc, on se retrouve comme, qui dirait, à un point mort, au point de départ. Il n'y a pas d'avancée, malgré les accords. Et donc, il a fallu, ou il faut, selon encore ces experts-là, qui justifient cet état-là par le fait que, premièrement, il n'y a pas de mesures contraignantes, et deuxièmement, puisqu'il n'y a pas une médiation qui soit en mesure de comprendre les réalités africaines, et là je suis en train de parachever, de comprendre les réalités africaines et mieux orienter cela. Et donc c'est à ce niveau que nous en sommes effectivement, au niveau où il faut effectivement une médiation qui comprend les enjeux des uns et des autres et qui va des divergences amener tout le monde à un point de convergence. C'est à ce niveau que l'Afrique revient encore au centre du jeu, mais déjà bien avant, vous avez suivi que les Togo étaient à la tête d'un groupe de pays ou de personnalités qui devraient assurer la médiation, et puis l'Angola, un vieux processus, vous vous souviendrez du processus de Luanda, qui a été à un certain moment abandonné, puisque le président Kagame ne s'étant pas présenté les jours où il fallait parapher l'accord, et à un certain moment, Joao Lourenço ayant été obligé de jeter l'éponge, puisqu'il était devenu dans l'entretemps président de l'Union africaine, maintenant qu'il ne le sera plus, et donc il estime qu'il peut reprendre ces bâtons-là. Vous n'avez qu'à voir, en 2 semaines, le président Tshisekedi a été 2 fois en Angola, hier jeudi et puis en début de semaine, et ça sur invitation du président angolais, puisque l'Angola, justement, un peu comme on vient de le suivre, l'Angola voudrait bien avoir un grand pays voisin qui soit stable. Si la RDC n'est pas stable, cela devrait avoir des répercussions énormes. On pourrait en discuter un peu plus tard. Cela pourrait avoir d'énormes conséquences sur l'Angola. Voilà, belle entrée en matière. José Junior Owawa, on a suivi tout à l'heure l'élément signé par Fou. Le président Joao Lourenço
chef, on va dire président de ancien médiateur de la crise congolaise, est revenu un petit peu dans le jeu parce que le président Tshisekedi est allé en Angola, comme vient de nous rappeler tout à l'heure Domomat, à 2 reprises en l'espace de 4 jours. Le président angolais est revenu dans le jeu, mais il ne s'agira pas d'un nouveau processus parce que les membres du gouvernement l'ont dit. Patrick Muller, porte-parole du gouvernement, a dit qu'il ne s'agira pas d'un nouveau processus, mais que lui doit voir les parties prenantes et leur parler et s'entretenir avec eux au sujet de la paix. Qu'est-ce que vous avez envie de dire? Quelle est votre analyse autour de Lorenzo dans le jeu, à nouveau, le jeu du processus de paix en RDC? Merci beaucoup Patrick, merci également des nouveaux téléspectateurs de Géopolis qui nous rencontrent pour la première fois en cette année 2026 dans le cadre de cette émission Géopresse. Et je rappelle, c'est déjà la rentrée chez nous et déjà à partir de lundi, nous reprenons l'antenne avec l'émission quotidienne à la une et d'autres programmes de Géopolis Télévision. Merci beaucoup pour votre question. Effectivement, comme on a tenté de démontrer à travers cet élément que João Lourenço, c'est quoi, comme Domomat l'a dit tout à l'heure, que c'est les médiateurs qui maîtriseraient encore mieux les réalités africaines que n'importe quel autre dirigeant de la région, et particulièrement congolais, qu'il a piloté pendant un certain moment. On l'a rappelé tout à l'heure qu'il a été médiateur de l'Afrique, de l'Union africaine dans les cadres de ce processus-là. Je rappelle que l'autre fois, il y avait un processus conduit par le président Uhuru Kenyatta, l'ancien président Kenya, qui a été là dans les cadres de rassembler tous les groupes armés qui sont opérationnels dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et finalement, avec la montée en puissance, on va dire ainsi, la résurgence du M23 en 2026, en 2021, ça a poussé justement l'Union africaine à comprendre la nécessité justement de séparer les deux processus, c'est-à-dire prendre une partie du processus laissé dans le cadre du processus de Nairobi et finalement créer ce qu'on appellera à la suite le processus de Luanda, qui devrait mettre autour d'une table la présidence angolaise, rwandaise, donc Paul Kagame, Félix Tshisekedi autour d'une table, et y compris la rébellion de 2023 qui n'a pas voulu intégrer les cadres précédents qu'on appellerait le cadre de Nairobi. Et c'est toujours l'Angola qui est en train de mener cette médiation après que Uhuru Kenyatta ait passé la main comme président du Kenya et finalement laissé le bâton de commandement à William Ruto, dont les relations n'ont pas toujours été tendres avec le président Tshisekedi en termes de la RDC, les Kenyans, on ne refait pas l'histoire. Donc globalement, vous comprenez un peu ce tableau-là, c'est justement de ces cadres-là qu'il va falloir situer les relations, la nouvelle médiation qu'on voudrait. Ce n'est pas encore vraiment affirmé comme tel, mais c'est la nouvelle médiation qu'on voudrait donner à João Lourenço. Je sais que pour ceux qui ont lu ce matin le journal Géopolis, mais Hebdo, on peut découvrir effectivement, on a essayé un peu de montrer les forces, les atouts et faiblesses de chaque dirigeant que vous avez cité à l'introduction de cette émission, mais particulièrement pour l'Angola par exemple. L'Angola, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est la 6e puissance militaire du continent, c'est la première puissance militaire de la région de l'Afrique centrale et 2e après l'Afrique du Sud, donc dans la région de la sous-région, un leadership politique affirmée aujourd'hui de par la stature de son président. L'Angola qui est aussi une puissance économique, parce que l'Angola, vous prenez rien que le budget de l'armée angolaise et vous êtes autour de 30 milliards de dollars américains, c'est déjà une puissance militaire, en tout cas régionale, mais l'Angola qui a encore des difficultés effectivement parce que son économie est un peu comme la nôtre, extravertie, donc beaucoup plus dépendante de l'exploitation pétrolière. Et aujourd'hui, ça tient justement avec ces chocs exogènes qui arrivent souvent, qui peuvent à tout moment déstabiliser les pouvoirs d'achat de population. Mais l'Angola qui veut tout simplement s'affirmer aujourd'hui comme puissance, et dans ces cadres-là, de reprendre l'initiative. On l'a dit tout à l'heure que le président Lourenço va devoir passer la main pour devenir justement le médiateur attitré de ce processus de paix en RDC. Mais il y a toujours encore de petites faiblesses, comme on a indiqué tout à l'heure. Angola, oui, qui a une certaine expérience africaine, parce que l'Angola
l'Angola, c'est un pays qui a été à un certain moment malmené par la guerre civile de Savimbi avec UNITA, MPLA et consorts. L'Angola a cette expérience militaire en termes d'un pays qui avait été agressé. L'Angola a traversé les deux époques internationales, c'est-à-dire la guerre froide et aujourd'hui l'ère 21e siècle, où l'Angola a réussi pour la fin de la guerre froide, la mort de Savimbi. On connaît tous les conditions dans lesquelles les chefs rebelles étaient décédés. Mais finalement, c'est cet Angola qui partage non pas seulement avec la RDC la frontière, l'une des plus longues que nous avons, mais aussi c'est un pays qui partage aussi son expérience avec la RDC, parce que je l'ai rappelé dans cette analyse de la rédaction que l'Angola, qui a accompagné la République démocratique du Congo dans son processus dans l'entrée de la rébellion de la FDL, qui est devenu finalement le pouvoir officiel. L'Angola était avec la RDC quand la deuxième guerre du Congo est arrivée en 1998. L'Angola qui a été avec le président Kabila, avec Dos Santos, l'Angola aujourd'hui avec Félix Tshisekedi, mais jusqu'aujourd'hui, l'Angola a du mal à affirmer justement cet appui aux côtés de la RDC, notamment sur le plan militaire. Vous vous souvenez, il n'y a pas longtemps, dans le cadre de l'initiative de la SADC, il avait été décidé à un moment qu'il va y avoir une force régionale, mais à moins que je me trompe, il n'y a pas une force angolaise sur le terrain qui aurait été déployée, à moins que vous me contredisiez. Mais au moins, on a vu d'autres forces sud-africaines, tout ça. Mais aujourd'hui, la RDC, qui a besoin justement de ces atouts angolais, doit essayer d'intégrer dans notre diplomatie. Comment est-ce que la proximité aujourd'hui, on a vu le président, vous ne parlez que de 2-4 jours ici, le président fait 2 déplacements. Vous vous rappelez que depuis la signature de l'entérinement des accords de Washington entre Kagame et Tshisekedi, Félix Tshisekedi a effectué pas moins de 4 ou 5 visites en Angola. Donc, vers la fin de l'année 2025 et aujourd'hui, début 2025, déjà, vous avez tout un package de visites comme ça qui montre effectivement, il aurait pu déléguer des émissaires, mais il fait les déplacements lui-même. Ça montre la portée justement de ces visites et qui peuvent faire penser à une certaine confiance de la RDC en Angola qui est aujourd'hui aussi un problème pour la RDC. Parce que pour la partie adverse, par exemple, je parlais du Rwanda et des autres, peut être vu comme un médiateur partiel. Donc partiel qui ne voudrait pas, effectivement, qui prendrait quand même une certaine position pour la République démocratique du Congo. Ce sont les atouts. Aujourd'hui, c'est maintenant les challenges de Lourenço, c'est de montrer effectivement qu'il est au-dessus de la mêlée en tant que médiateur pour effectivement peser dans la balance et essayer un peu de mettre en confiance les différentes parties dans cette nouvelle ronde que nous allons entamer. Si jamais ça se confirmait, effectivement, que c'est l'Angola qui prend l'initiative après Doha et Washington. Tout à fait, mais une précision quand même, selon le gouvernement, il ne s'agira pas d'un nouveau processus et que João Lourenço agit encore comme président de l'Union africaine, mais ça se précisera dans les jours à venir. Dieudonné Boinali, on sait qu'on dit l'argent c'est le nerf de la guerre, comme on dit. Alors, dans la sous-région, Washington, Doha, il y a toujours un sous-bassement économique quelque part. On a par exemple l'Angola, on revient encore à l'Angola, le corridor de Lobito. On a l'Ouganda, on cite l'Ouganda parce qu'il y a eu des initiatives de Yoweri Museveni pour la paix il y a quelques semaines seulement. L'Ouganda avec les routes qui avaient été construites, qui étaient malheureusement le constructeur s'était arrêté. Il y a la question de pétrole. Il y a quelque part la région qui maîtrise mieux les questions économiques. Est-ce que on n'a pas le moment n'est-il pas venu pour donner justement voix au chapitre à la région pour qu'elle parle aussi, pour qu'elle ait son mot à dire et son grain à ajouter dans la recherche de la paix? Merci, c'est une bonne question. Rappelons d'abord que Faure Gnassingbé et Adema n'est pas les premiers facilitateurs de la crise congolaise. Par le passé, nous avons connu beaucoup de personnalités politiques africaines de haut rang lui succéder. On a cité tout à l'heure João Lourenço, président de l'Angola, actuellement président de l'Union africaine. Il y a Uhuru Kenyatta, ancien président du Kenya, ont été les premiers facilitateurs ou précédents sans succès durable. D'autres figures comme Olusegun Obasanjo, Mogwetsi Masisi, Catherine Samba Panza et Slale Work Zwede ont également été impliqués dans les efforts de facilitation régionaux
pour tenter de ramener la paix dans la partie orientale de la République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs en général. Que ce soit les facilitateurs précédents, que ce soit les nouveaux, tout le monde aille comme mission ramener la crise en République, la paix en République démocratique du Congo, désamorcer les conflits armés entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et les mouvements, les tandems AFC M23. Maintenant, je reviens à votre question. Je commencerai par dire ceci. Tous ces facilitateurs que j'ai cités ont échoué dans leur mission lamentablement. Ils ont été jugés par un camp d'être partisans, de ne pas être impartial. Pour un autre camp, ils étaient très proches soit de Kinshasa ou soit de Kigali. Maintenant, moi, je me dis, est-ce que Faure Gnassingbé et Adema connaissent plus les problèmes du Congo, les problèmes de la région, qu'un homme comme le président Lourenço? Wetensi. Je me demande, Faure Gnassingbé et Adema, il est président d'un pays de l'Afrique de l'Ouest. Quand vous calculez la distance entre la République démocratique du Congo et le Togo, nous sommes quand même loin. Le Togo n'est pas le Gabon ni le Congo-Brazzaville. Mais on prend quelqu'un qui n'est pas notre voisin pour venir réunir les Congolais entre eux autour d'une table. Et en dehors des Congolais, les Congo et ses voisins en crise autour d'une table afin d'essayer de chercher la solution. Je me dis, est-ce qu'il va réussir? Je ne sais pas. Est-ce qu'il ne va pas échouer comme les prédécesseurs? Je ne sais pas. Mais les attentes au Congo, même dans la région des Grands Lacs, sont immenses. Je commencerai, comme vous avez voulu que je vous réponde sur les plans économiques. L'Angola est intéressé à la crise congolaise parce que Luanda et Kinshasa, au-delà de Kinshasa et Brazzaville, ce sont aussi des capitales les plus rapprochées. Quitter Kinshasa, aller à Luanda, ce n'est pas plus d'une heure en avion. 45 minutes. C'est 45 minutes. Luanda est intéressé à la crise congolaise. Pourquoi? L'Angola craint le débordement de la crise congolaise vers son territoire. N'oublions pas que l'Angola a vécu pendant plus de 25 ans de guerre civile. L'Angola connaît les affres de la guerre. Donc, si vous comparez l'Angola à la RDC, nous avons presque les mêmes prototypes des nations ayant été détruites par les guerres et depuis des décennies. Voilà pourquoi l'Angola cherche à tout prix que les Congolais soient pacifiés. Non seulement pour sécuriser ses frontières dans la partie ouest de la RDC, mais est pour l'Angola, mais aussi pour les affaires. L'Angola a investi des milliards de dollars pour réhabiliter les corridors de Lobito qui avaient été détruits par la guerre civile entre l'INITA et l'MPLA, entre Dos Santos, à l'époque président de l'Angola, et Jonas Savimbi. Vous avez d'autres puissances régionales dans la région des Grands Lacs, là nous allons à l'est, comme l'Ouganda. L'Ouganda a des vieux projets avec la RDC. L'Ouganda et la RDC avaient déjà un projet d'intérêt commun en ce qui concerne le développement des infrastructures. On avait déjà commencé, là je cite les ministres actuels du commerce, Julien Paluku à l'époque gouverneur du Nord Kivu, il avait déclaré, il ne cesse de le déclarer, que nous avons commencé à construire une route d'intérêt commun régional qui devait partir de Kampala, Beni, Kasindi, en passant par Bunagana, pour augmenter, booster les échanges commerciaux entre les deux pays dans le cadre de la ZLECAF et autres organisations régionales comme les COMESA. Vous avez des pays aussi comme la Tanzanie, la Zambie, qui veulent à ce que la RDC soit en paix parce que les corridors des Lobito, c'est une voie qui ne va pas profiter seulement à la RDC à l'Angola. La Zambie veut aussi exploiter ses minéraux via les corridors des Lobito. Mais comment faire envoyer vos marchandises
de Lusaka, de Ndola, jusqu'au port de Lobito en Angola, sans passer par la RDC. Et il nous faut une RDC pacifiée. Vous avez aussi, je vais sauter pour parler de l'histoire récente, très vite. Vous avez les deals américains. L'accord économique qui a été signé entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique, hein, sur les métaux stratégiques essentiels pour le contrôle de l'espace, pour la transition énergétique, pour une économie verte. Washington est intéressé aussi au retour de la paix en République démocratique du Congo, où ses futurs intérêts et ses actuels intérêts sont menacés. Doivent être maîtrisés. Voilà, dans la région il faut coûte que coûte que c'est pour parler qui seront menés par les facilitateurs Fornia Sugue et Adema, qui ne va pas travailler seul. Il a autour de lui un panel de personnalités expérimentées. Le souhait de tout le monde est de voir ces pourparlers réussir et pour que la paix soit de retour dans la région. Tout à fait. On va peut-être encore prolonger avec Don Mat sur ces questions de personnalité. C'est vrai que l'attelage est un petit peu compliqué. Hein. On a cité beaucoup de personnalités, les Catherine Samba Panza, les Olusegun Obasanjo, qu'on sent un petit peu en retrait, mais il y a la personnalité, par exemple, comme le président Fornia Simbe, il y a le président angolais, encore lui, il y a aussi Mugabe, Museveni, Olusegun, qui est un petit peu en retrait, Museveni, qui dit justement que c'est lui qui peut apporter la solution parce qu'il connaît mieux la question. Alors, dans le match, quand vous regardez ces personnalités, les observateurs ont chacun un commentaire sur chaque personnalité, mais vous, quels sont les atouts ou bien les faiblesses de chacune de ces personnalités-là, brièvement, pour qu'on avance? Peut-être on pourra apporter un peu de lumière chez nos téléspectateurs. Alors, comme vous le dites si bien, Patrick, il y a ces constats-là qui se dégagent qu'il faut une médiation africaine. Une médiation est portée par deux hommes. Et vous verrez que, par exemple, le cas du Kenya, c'est un pays où, à un certain moment, nous avions de bonnes relations avec un homme qui était à la tête de ces pays-là, disons, je parle ici de nous comme la RDC et le Kenya, mais après, avec les changements de régime, vous avez vu, on a toujours le même président Tshisekedi. Par contre, les changements de régime au Kenya a occasionné un revirement dans les relations entre la RDC et le Kenya. Et donc, lorsqu'on parle de la médiation africaine, on parle justement des hommes. Alors, les hommes, parmi ceux qui sont en vue, on a énormément parlé ici de Joao Lourenço, mais il y a également Fornia Simbe que vous venez d'évoquer tout à l'heure là. Alors, Fornia Simbe, vous le savez très bien, il est président actuel du Bénin, du Togo plutôt, il est président du Togo, il a été élu démocratiquement, démocratiquement on va le dire comme ça, mais vous vous souviendrez également qu'il est fils du président. Et donc, cette double, disons, qualité ou dimension lui donne un peu une sensibilité différente. Effectivement, une sensibilité différente dans le sens que il peut comprendre les mécanismes de conservation, ou les mécanismes de conservation de pouvoir ou ceux de conquête, c'est de la conquête du pouvoir à la fois, parce que de par son statut, il peut comprendre. Et aussi, vous voyez Fornia Simbe, il n'est pas trop impliqué dans la région, ce qui lui donne vraiment ces statuts-là d'une personne neutre. Il ne peut pas être vu comme un concurrent dans la région. Oui, effectivement. Et aussi, c'est vraiment une personnalité très neutre par rapport au conflit à la fois interne et externe. Et vous avez Museveni, vous l'avez dit, Museveni, il s'est proposé lui aussi à jouer un rôle dans le processus de paix en RDC. Et vous savez, l'Ouganda a un regard assez particulier sur le Congo-Kinshasa, puisqu'il en tire beaucoup sur le plan
politique, économique, et financier, et j'en passe. Et donc, c'est dans l'intérêt de, comme on a parlé de l'Angola, dont l'intérêt de voir un pays à côté de lui qui est stable. Je ne dirais pas que ce soit le même cas pour l'Ouganda, mais plutôt on peut, sans peur d'être contredit, que c'est plutôt dans l'intérêt de l'Ouganda d'avoir un certain contrôle sur ce qui se passe en République démocratique du Congo. C'est là qu'intervient Museveni. Regardez, les rébellions. Souvent on dit que les gens qui sont dans la rébellion sont où? Ont été hébergés peut-être en Ouganda, peut-être. Lorsqu'il y a des rencontres parfois secrètes, Corneille Nangaa, on a évoqué une fois Corneille Nangaa, l'ex-président Joseph Kabila, ils sont passés par où? On rapporte qu'ils sont passés par l'Ouganda. En même temps, nous avons une opération conjointe militaire qui se passe à l'est entre Kampala et Kinshasa, la fameuse opération Shuja, dont on ne rend plus assez des comptes. Et en même temps, vous avez vu beaucoup d'accords commerciaux ont été signés entre l'Ouganda et la RDC, beaucoup d'infrastructures d'ailleurs. Et ce qui avait d'ailleurs suscité l'ire de Kigali, de voir une coopération assez florissante au niveau des deux pays dans leurs frontières. Et donc, c'est de l'intérêt du président Museveni d'avoir les contrôles, d'avoir un peu de contrôle sur tout ce qui se passe en RDC, d'avoir peut-être aussi les contrôles sur les hommes, non seulement sur les enjeux, mais aussi sur les hommes qui sont dans les sièges du pouvoir au niveau de Kinshasa. C'est là que Museveni peut se présenter comme aussi un médiateur, puisqu'il peut à la fois aborder tout le monde et, vous le savez, au-delà du fait qu'il peut contacter le Congolais des différents bords, qui sont de l'opposition et de la majorité, mais également dans la crise entre Kinshasa et Kigali, il peut avoir un mot à dire, parce que, qu'on le veuille ou pas, Kagame, plutôt Museveni, c'est le parrain politique, militaire, on peut le dire ainsi, du président Kagame. Donc, il a là aussi son mot à dire. Donc, voilà, ces gens-là, qu'on le veuille ou pas, peuvent, dans une certaine manière, si il y a de la bonne volonté, ou pour différentes raisons, vouloir jouer un rôle de médiation dans ce qui se passe en RDC. Très bien, chers téléspectateurs, bienvenue. Si vous venez de nous rejoindre seulement maintenant, vous êtes dans GeoPresse, votre magazine d'approfondissement. Et nous parlons justement, le thème est affiché au bas de vos écrans, de quel profil africain pour accompagner le processus de Doha et celui de Washington. José Junior Ouawa, tout à l'heure, dans mon mat, nous a édifié sur les faiblesses et les atouts de chaque profil, en tout cas ceux qui rôdent autour des processus de paix en RDC. Qu'est-ce que vous avez envie de dire par rapport à cette même question? Non, je crois que les amis ont abordé essentiellement, en tout cas les grandes lignes de ce que je pouvais peut-être dire. Et c'est parce qu'en corrigeant par exemple ce que Dieudonné a dit, effectivement il a dit la déconnexion des IADEMA de la réalité de l'Afrique centrale et de l'Est, c'est une évidence faite d'emblée comme ça, mais c'est un chef d'État qui peut se servir des canaux diplomatiques, de services secrets pour avoir des informations figées. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, la position des IADEMA aujourd'hui n'étant pas de la famille centrafricaine, ni est-africaine, ni sud-africaine, ça permet à l'homme de le mettre un peu en position, il est en exergue, il est en retrait de sensibilités sociologiques qui peuvent être dans la sous-région. On a dit tout à l'heure que le réseau qui est l'ami de la RDC, presque l'ami du président Tshisekedi, de par la proximité, le nombre de rencontres qu'ils effectuent, on peut traduire à ça un certain développement de relations interpersonnelles qui doivent être au-delà des États, et qu'aujourd'hui, la proximité, en tout cas visible, entre Paul Kagame et le président du Kenya actuel, William Ruto, ça montre effectivement que les relations vont au-delà de relations étatiques. C'est un peu la même chose, ce qui était passé entre la RDC et
les Zaïre de l'époque et les Togo. Vous vous souvenez, à l'époque, Joseph Désiré Mobutu a été l'un des derniers pays qu'il a visité, c'est le Togo. Donc après, il a quitté le pouvoir, son avion a posé d'abord au Togo. C'était le seul chef d'État qui a accepté de le recevoir dans son État où personne ne voulait plus de lui à la fin de sa vie. Donc vous voyez qu'il y a cette proximité, comme Don l'a dit tout à l'heure, où Yadema est un héritier comme Félix Tshisekedi de l'héritier politique de leur père. Donc aujourd'hui, c'est cette proximité-là qui peut aussi se justifier. Et Yadema qui a des portes ouvertes à Kinshasa et à Kigali en même temps. Et à Kigali, effectivement, et c'est un francophone qui, comme Félix Tshisekedi, c'est quelqu'un de la RDC qui a des relations, là, effectivement, on a parlé de relations qui ont commencé depuis Mobutu jusqu'à aujourd'hui. Mais malgré la distance, on a dit que les RDC, Yadema et Mobutu avaient des relations très poussées qui étaient au-delà de... Donc ça doit être des gens qui sont connus. Pourquoi pas, il ne faut même pas exclure aussi que c'est possible aussi qu'on ait des cousins qui sont de part et d'autre des frontières. Ça c'est ce qui est sur le plan sociologique. Mais quand vous regardez maintenant du côté ougandais, ou l'Ouganda aujourd'hui, les pays frontaliers de la RDC, Ouganda qui est en coopération militaire avec la République démocratique du Congo dans le cadre de l'opération Shuja, qui combat les ADF NALU, dont on ne parle plus souvent aujourd'hui parce que les ADF NALU sont plus meurtriers, en tout cas selon les chiffres officiels, en tout cas ces 2 dernières années. Ces gens-là ont tué plus de gens que la rébellion classique qu'on connaît aujourd'hui. Peut-être qu'ils n'occupent pas des territoires. À part peut-être l'épisode Goma qui a coûté à la RDC une dizaine de milliers de personnes. Vies, oui, c'est long, oui. Donc aujourd'hui, quand vous comptabilisez les morts des ADF NALU hors ce qui s'est passé à Goma, au Burundi, en tout cas, au Viran, on parle aussi de 1500 morts déjà comptabilisés. Vous voyez, c'est une ligne de rébellion qui tue beaucoup de gens, qui déstabilise effectivement, qui touche des milliers de populations. Et l'Ouganda et la République démocratique du Congo se sont mis d'accord pour effectivement combattre cette rébellion d'origine ougandaise encore, comme nous avons les FDLR aujourd'hui en RDC. Donc vous voyez que l'Ouganda, qui à un certain moment, l'arrivée de Félix Tshisekedi à la tête de la RDC, a voulu développer une coopération économique entre les deux pays avec la construction de la route Kassindi-Beni et consorts, et le développement. Quand vous partez dans toute la partie nord-orientale, extrême nord du pays, je pars de Ituri, au Tuélé, une partie du Nord Kivu, vous trouvez effectivement les échanges commerciaux qui sont effectués entre la RDC et l'Ouganda sont très poussés, autant plus que les produits de première nécessité qui sont consommés dans cette partie du pays ne viennent pas malheureusement de Kinshasa. Kinshasa, généralement, ça s'arrête au niveau de Kisangani. Quand vous partez toute la partie Bunia, Isiro, tous ces contrées-là, vous trouvez effectivement 90% de ce qui est consommé là-bas ne vient pas de Kinshasa malheureusement, ça vient de l'Ouganda. Et aujourd'hui, l'entreprise Kibali, par exemple, qui exploite de l'or, par exemple, dans les Haut-Tuélé, les entreprises comme les autres, comme, je veux dire, les Mungwalu et consorts, qui sont là, la majorité de leurs produits qu'ils exploitent, par exemple, les explosifs, le carburant, ça ne passe pas par Mwanda, ça passe par l'Ouganda, à partir du port de Dar es Salaam ou de Mombasa, pour arriver justement à la République démocratique du Congo. Vous voyez qu'il y a un intérêt poussé de l'Ouganda de voir la RDC, en tout cas, de ce côté-là, soit être stabilisé pour effectivement continuer à développer ces activités économiques, soit être déstabilisé pour effectivement tirer la part du profit, parce que dans l'entretemps, le pays aura été fracturé du centre. Vous voyez ça, c'est une position ambivalente qui fait parfois, qui motive à un certain moment la méfiance justement de ceux qui estiment que l'Ouganda ne serait pas un bon partenaire, mais d'autant plus que Museveni... L'Ouganda gagne sur les 2 tableaux, le Congo n'est pas en paix, l'Ouganda en profite. Le Congo sera en paix. Cette partie du pays constitue un marché important pour l'écouler des produits. Cette position, toi et moi, on a vécu à un certain moment là-bas. Tout ce qui se consomme là-bas vient de Kampala. Ouais. Donc, c'est un marché ouvert et laisser totalement la bande. Donc, sur les 2 tableaux, l'Ouganda sera en train de bénéficier. Mais Museveni vous a dit qu'il connaissait la guerre. Pourquoi dit qu'il connaissait la situation? Parce qu'il a soutenu la rébellion du MLC à l'époque. Il a soutenu le RCD KML
toutes ces rébellions-là, il connaît quand même, il maîtrise la situation, et il est le parrain de Paul Kagame, qui a été chef de renseignement militaire au Rwanda, qui a combattu le régime d'Abiyarimana, et finalement, vous voyez que c'est quelqu'un qui maîtrise quand même la sous-région. Malheureusement pour lui, il est trempé justement dans ces alliages, dans ces interactions sociologiques qui font que il est à la fois jugé par on préférerait encore celui qui ne maîtriserait pas sur papier la sous-région, comme on a parlé d'Eyadema, que c'est lui qui serait trempé dans ces genres d'intérêts, de conflits d'intérêts. D'accord, on voit bien qu'il s'agira peut-être de relations un petit peu avec un côté malsain avec l'Ouganda qui est soupçonné un peu. C'est ce que vous avez dit, vous semblez dire en tout cas M. José Junior Owawa. Alors, Dieudonné Bouanali, on voit bien que le président Etchech à Kainde Echilema est très discret sur la question, mais pendant qu'on fait cette émission, il y a une activité avec les ministres de défense autour justement de la paix en RDC. La Zambie, qui est un grand partenaire économique de la RDC avec des échanges au niveau du port de Kasumba, en tout cas les frontières de Kasumbalesa, les trocs qui sortent du Congo passent par la Zambie. Est-ce que vous voyez la Zambie jouer une certaine carte discrète mais efficace dans cette question? Oui, je vois la Zambie jouer une carte discrète parce que dans un passé récent, nous avons signé avec la Zambie des accords, des coopérations économiques pour le développement de plusieurs projets d'infrastructures. Je citerai par exemple les ponts Luapula. J'étais sur la rivière éponyme, dont et même vous êtes originaire de la région, vous connaissez bien l'endroit que j'ai cité. Il s'agit de construire une route de contournement qui va permettre aux deux pays de gagner plus de 120 km en termes de transport des carburants dans le commerce international. C'est vraiment énorme. Et aussi pour booster les échanges commerciaux entre les deux pays. Au-delà des projets d'infrastructures routières, nous avons aussi un projet de construire une centrale hydroélectrique sur la même rivière. Et par le passé, nous avons signé des accords de partenariat pour l'échange ou la vente de l'énergie énergétique. Vous savez que notre industrie minière est de plus en plus consommatrice de l'énergie électrique. Et la SNEL connaît beaucoup de sérieux problèmes. Et sa production ne cesse de diminuer à la suite de nombreux problèmes techniques et de l'outil de production vieillissante, dont des turbines. Les miniers congolais ont trouvé comme solution palliative l'achat des générateurs. Mais ceci coûte énormément en termes de carburant. Vous êtes sans ignorer aussi que le gouvernement congolais venait de prendre une mesure suspendant les subventions des produits pétroliers pour les miniers. C'est ce qui fait que les coûts pour la production de l'énergie électrique pour les miniers a augmenté. Or, la seule solution qui est restée, c'est d'importer l'énergie. Oui, mais donc cette énergie vient en partie aussi de la Zambie. Oui, mais et vice-versa. Il y a un moment où nous, on donnait de l'énergie, on exportait vers la Zambie. Maintenant, c'est le contraire. Oui, mais maintenant, si cette partie du pays est déstabilisée... Je peux poser ma question, je vous relance juste. Dans quelle mesure la Zambie, justement, peut aider à ramener les deux parties, on va dire, le Rwanda et la RDC, à justement comprendre les raisons et appliquer... Bon, jusque-là, la Zambie joue un franc jeu entre les deux pays. Dans un passé récent, il y a eu des arrestations ou bien des interdictions d'organisation des activités déstabilisatrices du Congo sur les sols zambiens. Il y a quelques personnalités politiques qui ont été même arrêtées, exfiltrées de la Zambie et amenées en République démocratique du Congo. Je pense que la Zambie, tenant compte aussi de sa position géostratégique, tenant compte du fait que la République démocratique du Congo l'a détrôné en matière de production minière. Hier, on parlait de la Zambie comme le premier producteur du cuivre en Afrique, mais ce n'est plus le cas, avec 1 million de tonnes. Aujourd'hui, la RDC
produit jusqu'à 2 500 000 de tonnes. Donc la Zambie veut récupérer son retard et veut intensifier les relations économiques. Très bien, vous avez la parole, vous la gardez encore parce qu'on va changer de thématique, mais on va parler du magazine Géopolis Magazine justement qui parle de ces questions aussi un tout petit peu avec la rencontre Trump et le président Tshisekedi. Dieudonné Wanali, le numéro, je crois, 73, 72, qui est dans les kiosques. Est-ce que vous pouvez nous résumer les grandes thématiques développées en 2 minutes, hein, les grandes thématiques développées dans ce magazine? À Géopolis... vous pouvez présenter aussi. Hein. À Géopolis, nous sommes... connu plus, cela est parti déjà du fait que les groupes de presse Géopolis Forum avaient commencé avec ses produits phares, Géopolis Magazine, qui est notre revue économique des ressources naturelles. Et dans cette revue, nous diffusons des informations liées au secteur minier, un secteur porteur de croissance à la République démocratique du Congo, un secteur considéré comme le pilier essentiel de notre économie. Nous ne parlons pas seulement des mines, nous parlons aussi des problèmes liés à la pollution de l'environnement par certains miniers. Nous parlons aussi des problèmes liés à la déforestation. Nous parlons aussi des problèmes liés à la déforestation de l'environnement, la pollution plastique. D'ailleurs, en face de moi, il y a un spécialiste de l'environnement qui présente une émission dédiée à ça, EcoVert. Nous parlons aussi de l'exploitation des hydrocarbures et du gaz. La RDC, c'est aussi un pays pétrolier, même si on n'a pas encore atteint les niveaux du Nigeria, de l'Algérie, du Congo-Brazzaville, du Gabon, et j'en passe, parce que nous produisons moins de 30 000 barils par jour à Mwanda. Ce secteur nous intéresse. Vous avez suivi comme tout le monde qu'il y a eu la signature à Washington des 2 accords, un accord de paix entre la RDC et le Rwanda, et en plus de cet accord, il y a eu un accord entre État à État, entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique, un accord économique qui porte essentiellement sur le secteur minier, les métaux stratégiques dont les cuivres, les cobaltes, les lithium, et puis les manganèses, les fers, et je m'arrête là. Géopolis avait dépêché l'un de ses meilleurs journalistes, c'est le meilleur de nous tous, hein, qui se trouve être aussi notre patron, Willy Kalengai. Et il a participé, il a vécu cet événement, et il nous est revenu avec des informations que nous avons publiées dans cette édition, que nous vous convions à lire, avec son titre phare, l'histoire secrète d'un lien ancien entre les États-Unis et la RDC. Voilà. Dans le même numéro, il y a les grands reportages de Garamba, où grâce 30 secondes, on va passer à l'apport des Barriques, au soutien financier des Barriques, opérateurs de Kibali, et ce parc est en train petit à petit de reconstituer sa population des rhinocéros. Merci Dieu. Toujours dans la même édition, il y a l'interview exclusive d'un opérateur économique et un homme à plusieurs casquettes, Jean-Louis Temouni, que nous vous convions à lire, chers téléspectateurs. Voilà, merci. Et lecteurs. Merci Dieudonné Wanali. On va faire tourner la parole justement dans mon mat. Dans mon mat, vous connaissez aussi la question en tant que journaliste, la question de la presse spécialisée. C'est vrai que le magazine est là. Vous pouvez en dire un mot sur peut-être le contenu ou peut-être aussi sur la question de la presse spécialisée. Est-ce que vous avez un commentaire par rapport au magazine justement? Alors, lorsqu'il y a une signature de l'accord de Washington entre Kinshasa et Kigali, beaucoup de gens s'en sont pris à ceux qu'ils pensaient comme étant des journalistes. Qu'est-ce qui leur a été reproché? Il leur a été reproché une chose, c'est de n'avoir pas expliqué, de n'avoir pas aidé le Congolais à comprendre de quoi il s'agissait, qu'est-ce que cet accord contenait, quels étaient ses avantages, ses faiblesses,
par rapport à la RDC, au Rwanda. Et donc, les gens s'en sont pris parce que vous savez, aujourd'hui, il y a quelque chose qu'il faut relever. Avec les réseaux sociaux, il y a aussi ce qu'on appelle nos amis influenceurs, youtubeurs, à qui parfois on confère les statuts de journalistes. Et donc, parfois, malencontreusement, les gens, en regardant, en voyant également des influenceurs, youtubeurs autour de cette cérémonie, ils ont oublié qu'il y avait également des journalistes. Et donc, ils se sont directement confiés à tout ce qui se disait, juste à des photos, des selfies, 2 phrases, 3 phrases. C'est maintenant par devoir journalistique que voilà, Géopolis Magazine s'est décidé en fait de revenir sur cet accord pour mieux l'expliquer, pour que les gens puissent en lisant cet article comprendre les origines, puisque parfois on a l'impression que c'est quelque chose de spontané. Pourtant, lorsque vous regardez à l'histoire, vous verrez qu'effectivement, la RDC et les États-Unis, c'est une très vieille histoire. Déjà, le premier pays à reconnaître le Congo dans son état actuel comme État, c'est bien évidemment les États-Unis. Ce sont les États-Unis qui vont aider Léopold II à s'accaparer du Congo-Kinshasa. Malheureusement, les États-Unis ont aussi joué parfois le mauvais rôle, rappelez-vous, dans la fameuse histoire du héros national qui a été remis sur la scène, les devants de la scène par notre ami Charles Koudia Veya au niveau de la CAN. Rappelez-vous, c'est la CIA qui livre des infos et qui est dans ces complots-là pour l'assassinat de Lumumba. C'est avec la RDC que les États-Unis s'imposent comme première puissance mondiale après la Première Guerre mondiale en bombardant Hiroshima et Nagasaki avec plutôt de l'uranium tiré des Shinkolombe. Et donc, c'est une vieille histoire une vieille histoire d'amour, parfois des trahisons, mais elle est là. Et c'est dans ces prolongements-là de cette histoire que vient finalement se greffer l'accord de Washington. Et donc, c'était important d'expliquer ça, de faire comprendre aux gens, et aussi un peu pour rappeler une fois à l'opinion publique qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il y a certes des youtubeurs, mais il y a également des journalistes. Et quand il faut avoir de l'info vraie, il faut par exemple lire des magazines comme Géopolis ou suivre les journalistes le vrai. Voilà, il faut suivre la vraie presse avec la presse spécialisée. On a donc l'honneur d'avoir avec nous le magazine, le numéro 72 du magazine Géopolis, ce magazine. José Junior, on va finir avec vous. Journaliste chevronné, vous connaissez le rôle de la presse spécialisée et vous avez travaillé à ce magazine ou à ceux qui sont antérieurs. Qu'est-ce que vous avez envie de dire sur le partenariat stratégique RDC, Washington et au-delà de la presse spécialisée sur des questions bien précises? Merci beaucoup, Patrick. Je crois que je ne reviens pas sur tout ce que tout le monde a dit. Donc, ils ont déjà parlé l'essentiel de ce qu'on pouvait parler de ce partenariat stratégique que tout le monde connaît, les fameux deals RDC États-Unis dans le cadre d'une coopération stratégique dans le domaine minier où on fait l'infrastructure contre le mine. Mais je reviens plutôt sur une question qui me passionne parce qu'il y a un article qui est écrit là, on voit Barrick franchit une nouvelle étape à Garamba. C'est justement un projet que je maîtrise bien, je crois avec des données. On a été en 2023. Touche à l'environnement. Oui, touche à l'environnement. Ça, dans le Garamba, dans le parc de la Garamba, avec lui, on a assisté pour la première fois en 2023 à l'opération de translocation de ces rhinocéros qui sont venus, rhinocéros blancs, qui est une espèce de rhinocéros qui était en voie de disparition. Donc la dernière espèce avait disparu, je crois, il y a une dizaine d'années dans ce parc-là, qui est le plus grand, parmi les plus anciens parcs naturels d'Afrique, en tout cas classé dans les réserves de l'UNESCO.
Aujourd'hui, avec cette opération qu'il venait de couvrir, parce qu'il revient de Garamba, il n'y a pas longtemps. Dieudonné Boinali, Dieudonné Boinali, justement, quand il revient de Garamba, il a assisté à la nouvelle opération de translocation de 24 rhinocéros. Et pour atteindre justement les années à venir, ça sera 64 bêtes qui vont être effectivement subir cette même opération pour arriver. Je sais, c'est une opération délicate qui a été financée par une entreprise privée, Kibali Goldman Barrick aujourd'hui, donc qui exploite dans la province du Haut-Uélé, dans le territoire de Ouacha, dans les villages de Doko. Aujourd'hui, c'est une opération qui permet effectivement de régénérer encore davantage cette population d'animaux qui constitue une manne financière pour l'État congolais à travers l'Institut congolais de conservation de la nature, à travers African Park qui gère aujourd'hui le partenaire de l'UCCN pour effectivement permettre à ce qu'il y ait cette population de cet animal, cette espèce animale puisse effectivement prospérer. Et Kibali aujourd'hui qui contribue dans les opérations de financement de cette opération. Il faut voir le dispositif qui permet justement d'avoir la réussite de cette opération et aussi la surveillance des populations contre le braconnage. Je crois que c'est une opération, il a fallu faire un curseur sur ça. Tout ça est à lire justement dans Géopolis Magazine, votre magazine spécialisé qui est déjà dans le kiosque, qui va totaliser dans quelques semaines déjà 20 ans et ça passe très très vite. L'émission passe aussi très vite. Chers téléspectateurs, nous voici arrivés donc à la fin de cette émission. On va donc se quitter en remerciant les confrères sur ce plateau, en remerciant les équipes techniques et en vous remerciant vous d'avoir été là l'année passée et cette année encore. Donc on va se retrouver la semaine prochaine avec une nouvelle thématique, je l'espère bien. Ciao.